bien, bonjour à vous, salut les moches, j'espère que vous allez bien, que vous ne crachez pas encore du sang et que pour l'instant vous avez le moral, ce qui est très bien, extrêmement important le moral. Donc bien sûr vous êtes tous devant la vidéo en train de regarder mon cours qui va être fascinant puisque finalement je vais encore une fois parler tout seul, ce qui ne change pas vraiment d'habitude me direz-vous. Notre leçon d'aujourd'hui porte sur le lyrisme romantique, il va falloir que je réponde aux questions en essayant de le faire un peu dans une dizaine de minutes parce qu'au-delà de ça je vous endors comme en cours normalement. Donc on va accélérer un petit peu. Le lyrisme romantique, cette séance, qu'est-ce que c'est le lyrisme déjà? Une des deux valeurs importantes du romantisme. Lorsqu'on parle du romantisme, il y a deux choses à retenir. Le lyrisme, c'est-à-dire l'expression des sentiments. Généralement, ces sentiments sont l'amour, la joie, la mélancolie, la tristesse, plus que la joie d'ailleurs au final. Ce terme lyrisme est une référence à la lyre, merveilleux instrument de musique qui nous vient de la Grèce antique, et on pense particulièrement au personnage d'Orphée, personnage de la mythologie, qui avait, en chantant et en jouant de sa lyre, le pouvoir incroyable de réussir à prendre le contrôle, ou en tout cas à amadouer la totalité des êtres humains, et surtout des animaux sauvages, ce qui n'a pas été anecdotique, puisque Orphée a été confronté à un drame dans sa vie. Alors lui, il n'a pas connu le coronavirus, lui, c'est plutôt sa bien-aimée qui est morte, parce qu'elle a été mordue par un serpent. Pas de bol, me dirait. Elle se promenait pieds nus dans l'herbe, mauvais passage, quand le karma veut pas, le karma veut pas. Donc il s'est dit, oui, bon ok, elle est morte, mais je peux quand même pas laisser faire ça comme ça, elle me manque un peu. Qui va faire la cuisine? Ça c'est la fin de ma carrière. Donc en faisant ça, il s'est dit, il faut que j'aille retrouver Orphée qui va me manquer, que va-t-il faire? Et bien tout simplement, il va la récupérer aux enfers. Sauf que vous le savez bien, pour pénétrer aux enfers, il faut réussir déjà à amadouer son gardien, à savoir Cerbère, le chien monstrueux à 3 têtes, et il va lui jouer de la lyre, ce qui va l'endormir, réussir à atteindre Hadès, qui va lui dire « Très bien, tu as le droit de repartir avec Eurydice, ta bien-aimée, à la condition sine qua non que tu ne te retournes jamais lorsque tu repars sur Terre. » Et on se doute bien qu'Orphée, faible qu'il est, et comme il avait comme vous un peu de mal à comprendre les consignes, a quand même décidé de se retourner, et à partir de là, Eurydice a disparu à tout jamais, comme ça, dans les larmes. Merveilleux effet technique, même si avec le miroir ça marche un peu moins bien dans le fond. Donc voilà, l'expression des sentiments, la lyre, Orphée. Ce premier texte, ici, c'est tout d'abord le texte de Lamartine, une des deux grandes figures du romantisme, qui, comme Victor Hugo, a ce point commun d'avoir donc cette deuxième chose importante dans le romantisme, première le lyrisme, deuxièmement, un investissement d'engagement, une notion d'engagement, donc investissement dans la vie politique, c'est ce que je voulais dire, avec Hugo et Lamartine, qui ont tous les deux joué un rôle politique à leur époque, au XIXe siècle. Ce courant romantique, donc, je le répète, lyrisme, engagement. On exprime les sentiments et on se bat pour changer les choses dans le monde dans lequel nous sommes, parce que nous avons une conscience très aiguë quand on est romantique du monde qui nous entoure, de la nature, et d'ailleurs en ce moment ce serait pas anecdotique de se poser la question, ce serait pas inutile. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre encore sur le romantisme? Je ne sais plus. Oui, sa naissance, il est arrivé en France notamment au XIXe siècle, mais avant cela déjà on le trouvait notamment en Allemagne, on se pense qu'il vient de l'Allemagne, je suis quasiment sûr d'ailleurs, on parle du romantisme noir, amené en France par Madame de Staël, nom que je vous glisse comme ça l'air de rien, et lorsqu'on parle de romantisme allemand, la figure à retenir, un nom à retenir, c'est Goethe, qui a écrit notamment Faust, merveilleux ouvrage, je vous le conseille, à pleurer, et Les souffrances du jeune Werther, là aussi il faut un gros moral pour se lancer là-dedans, mais c'est vachement bien, et qui est une fausse correspondance entre une femme mariée et un jeune homme qui l'aime, et leur amour est impossible. Et comme tout amour impossible, ça termine par le suicide, formidable, notamment du jeune Werther. Cet ouvrage a eu un impact tel qu'au moment où il est sorti, et même des années encore après, des jeunes, vous quoi, c'est-à-dire, hein, voilà, on est dans de la tendresse là, avec encore une psychologie un peu fragile, sont tombés totalement éperdument amoureux de ce bouquin, ont réussi à se retrouver un peu dans cette histoire, et se sont suicidés. Là encore, chaud d'ambiance. Donc finalement, je ne sais pas si je dois vous conseiller ce bouquin ou pas. Non, hein, on va attendre un peu, Au niveau des questions qui sont posées dans le premier texte, on vous demande de m'expliquer que désigne la nuit éternelle au début du poème. Là encore, on a une question tartine, donc il y a plusieurs couches. Derrière, on vous demande, est-elle la complice ou l'ennemi du poète? Tout comme le jour du brevet, on n'oublie pas de répondre à l'intégralité des questions posées et on vérifie qu'on a bien compris le texte. Les premières questions servent toujours un peu de mise en bouche, histoire de se lancer un peu dedans, de s'échauffer pour éviter le claquage neuronal. Là, ça tombe bien parce que c'est très facile. La nuit éternelle, vous l'aurez compris, ce n'est ni plus ni moins que la mort. Alors, je vous fais le petit récap, hein, c'est-à-dire que je vais reprendre un peu ce que je vous ai mis là sur ce polycopier de correction. Évidemment, pour l'instant, vous n'imprimez pas ce poly parce qu'il va s'enrichir. Là, j'ai répondu aux 4 premières questions.
et vous sauvez la nature en n'imprimant pas des choses pour rien. Donc vous attendez, voire même vous l'imprimez pas du tout et vous gardez uniquement la feuille sur laquelle vous-même vous avez présenté magnifiquement avec le titre en rouge, séance numéro 2, le lyrisme romantique, et le grand 1 qui est écrit en vert, et les questions ensuite en dessous qui sont en bleu, le tout souligné parfaitement à la règle. Sinon je vous défonce. Voilà, on fait comme ça. Donc sur la première question, donc, on a expliqué que la nuit éternelle représentait la mort. Évidemment, la fin de toute lumière, la fin de tout espoir, de toute espérance, nous renvoie vers les ténèbres, la nuit donc éternelle, cette notion d'éternité, qui fait que nous ne pouvons jamais en sortir, bien évidemment. Ce qui s'oppose à la mortalité de l'être humain, elle qui est éphémère, l'être humain qui est condamné, bien évidemment, à ne rester sur Terre qu'un instant très court, face à cet immense pouvoir qui l'emporte, qui est la mort elle-même. Alors, ami ou ennemi du poète? Eh bien, justement, dans ce texte de Lamartine, la réponse est double. Au tout début du texte, comme vous le comprenez, j'en suis sûr, emportés sans retour, ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'ancre un seul jour? Cette mort est représentée comme étant une force qui est contraire au poète. Celui-ci voudrait réussir justement à sublimer cette mort, à la dépasser, et à faire en sorte de rendre l'instant immédiat figé dans le temps. C'est-à-dire que ce qu'il vit sur le moment, il voudrait que ça puisse durer à tout jamais. Mais la mort, ce n'est pas cela. Malheureusement, la mort est bien plus forte que le poète, et il est bien contraint de se plier à sa loi, à savoir, chaque jour, un peu plus, nous avançons, seconde après seconde, vers notre fin. Chaude ambiance, là encore. Un petit cours de français pour mettre la main chez toi, c'est vachement bien. Toutefois, dans la seconde partie du texte, si vous regardez un peu, il dit « Autant, suspends ton vol, suspends ton trou. » Et cette fois-ci, la nuit ne devient plus éternelle, mais il dit « Je dis à cette nuit, soit plus lente, et l'aurore va dissiper la nuit. » Autrement dit, cette nuit en elle-même, il voudrait finalement qu'elle dure un peu plus. Alors vous dites, mais on vient de dire juste avant que c'était l'ennemi du poète. Oui, mais on est malin, parce qu'on a compris que dans la deuxième partie du texte, cette fois-ci, le poète avait bien saisi que cette nuit dont il parle, c'est la nuit d'amour qu'il a passée avec sa bien-aimée. Tout comme Roméo et Juliette, ce que je vous donne comme référence, on trouve aussi chez Tristan et Iseux, on trouve aussi par exemple chez Boule-et-Bill, mais ça c'est un autre petit problème, Winnie et l'arbre magique, la nuit qu'il passe avec son ballon, mais là encore, ce sont des références qui ne s'adressent qu'à Paul, on va passer au-delà de ça. Roméo et Juliette, par exemple, cette nuit d'amour où ils se rencontrent, ils aimeraient que cette nuit dure à tout jamais, et lorsque le rayon du soleil arrive, cela brise au final le moment d'éternité qu'ils étaient en train de vivre. Vous avez vous-même fait l'expérience, j'en suis sûr, alors pas du tout de cette notion d'amour dont je vous parle, parce que ça ne sera pas avant vos 35 ans, mais je vous parle pour l'instant d'un moment dans votre vie qui vous a tant plu et tant marqué que vous auriez aimé qu'il dure à tout jamais. C'est ce que le poète dit ici, en évoquant le souvenir de sa bien-aimée, qui était encore vivante à ce moment-là, et notamment de leur nuit d'amour. Question suivante, question numéro 2, toujours dans le texte 1, de quoi l'eau est-elle la métaphore, justifiant par des exemples, on s'appuie toujours sur le texte. Alors déjà, pour répondre à cette question, il faut savoir ce qu'est une métaphore, figure de style que vous avez étudiée en 6e, et qui s'oppose, qui est une petite variante de ce qu'est la comparaison. Une métaphore, c'est une comparaison, mais qui a la particularité de ne pas utiliser, et là vous terminez mes phrases, comme en classe, vous ne le faites pas, comme en classe, et je parle tout seul, d'outils de comparaison. Les deux outils de comparaison les plus utilisés, comme et tel. Il chante comme une casserole. Nicolas s'habille comme une patate. Toutes ces choses-là sont l'outil de comparaison comme et tel qui permettent de marquer la petite comparaison entre le comparé et le comparant. En revanche, la métaphore n'utilise pas d'outil de comparaison. Autrement dit, au lieu de dire les nuages avancent dans le ciel comme des chevaux au galop, je vais dire les nuages galopent dans le ciel. Vous comprenez la même chose, sauf que je n'ai pas utilisé d'outil de comparaison. Donc métaphore. Il faut aussi. Pas de panique, on reverra les figures de style dans le cours juste après, si je suis encore vivant à ce moment-là. Ici, la métaphore de l'eau, ce n'est ni plus ni moins qu'une métaphore qui compare l'eau à la vie, ou au temps qui passe. Le point commun, bien évidemment, c'est que les deux sont insaisissables, glissent entre nos doigts, que nous ne pouvons parvenir à la contenir. Vous allez me dire, ah, monsieur, si je mets un verre, tu vas contenir de l'eau, mais tu ne vas pas contenir ta vie, donc je vais te demander d'arrêter déjà de me parler comme ça et de garder tes remarques pour plus tard. Donc l'eau, ici, c'est le temps qui s'écoule, métaphore que l'on retrouve d'ailleurs finalement, quand on y pense bien, à ce que vous voyez avec le sablier, la clepsydre de Fort Boyard, vous voyez, quand les gros débiles sont en train de gueuler, sors, 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 et que la clepsydre s'écoule, c'est le temps qui coule, c'est leur vie qui est en train finalement de leur échapper. Tout comme le sablier, les grains de sable que nous ne parvenons pas à saisir, et qui nous empêchent de maintenir l'instant figé pour le vivre à tout jamais. Nous sommes bien éloignés de l'éternité, certains plus que d'autres, oui, je pense à toi. Tu te reconnaîtras.
On cite le texte, l'océan des âges, jetez l'ancre un seul jour, suspendez votre cours comme un cours d'eau, l'homme n'a point de port, ah oui le port on est bien, le temps n'a point de rive, il coule et nous passons, nous avons ce qu'on appelle une métaphore filée. Alors une métaphore filée, c'est lorsque cette métaphore est continuée encore plus loin dans le texte et qu'elle n'apparaît pas qu'une seule fois mais plusieurs fois. On parle d'une métaphore filée. Question numéro 3, cette fois-ci, on fait appel au texte numéro 2. On laisse Lamartine un peu de côté et on arrive sur le texte de Victor Hugo, Soleil couchant. Alors il y a, comme on le dit, plusieurs textes, 6 poèmes, qui sont sur le thème du soleil couchant. Forme de méditation mélancolique du rapport de l'homme face à la nature et qui va le renvoyer bien évidemment à sa finitude. Parce que vous pouvez regarder dehors, c'est immense, et nous on est tout petit, insignifiant. La nature va perdurer à tout jamais, sauf si on continue à la détruire comme on fait, et nous on va bientôt tous crever. Ambiance. Question numéro 3, relevez les moments de la journée évoqués dans le premier quatrain. Quel effet produit cette énumération? Alors, premier quatrain, heureusement qu'on est des professionnels de la poésie, on a compris qu'un quatrain, c'est les 4 premiers vers, puisque quatrain, 4 vers, c'est une strophe de 4 vers. Alors, vous allez me dire, dans le poli, c'est pas forcément très bien mis en valeur, puisque la première strophe semble faire 8 vers et non pas 4. On a donc un 8 et non pas un quatrain, sauf que là, on vous demande de vous focaliser sur les 4 premiers vers, donc vous comprenez quatrain. Soleil s'est couché ce soir dans la nuée, soir. Demain viendra l'orage et le soir, et la nuit, un soir, nuit, puis l'aube, on enchaîne, et ces clartés de vapeurs obstruées, puis les nuits encore, et les jours, on enchaîne, puis du temps qui s'enfuit. Vous avez bien compris que les termes à retenir sont donc, ce que je vous ai mis, nuit, soir, enfin plutôt dans l'ordre soir, nuit, aube, nuit, jour. Autrement dit, nous retrouvons ici en simplement 4 vers le cycle complet des journées qui semble rapidement s'enchaîner. Alors justement, quel effet produit cette énumération? Énumération, figure de style, qu'on va voir encore un peu plus dans la séance suivante, là encore, mais que vous avez normalement déjà maîtrisé que vous maîtrisez déjà depuis la 6e normalement. Normalement, une énumération, c'est donc une liste de courses, c'est-à-dire que vous mettez à la suite plein de termes. Par exemple, on improvise, d'habitude je m'inspire de vos visages pour essayer à trouver l'inspiration, là je manque un peu d'inspiration. Lorsque Valentine a entendu la sonnerie de son réveil, elle s'est levée, s'est précipitée dans la salle de bain, a bu son jus d'orange, a pris sa douche avec son jus d'orange, a commencé à s'habiller, sous la douche aussi, pourquoi pas, puis a couru prendre son bus, s'est dépêché d'arriver à la grille, a monté l'escalier pour arriver en salle de classe, et s'est aperçu que l'école était fermée. Donc là, par exemple, les enchaînements de verbes que nous avons, c'est ce qu'on appelle une énumération, parce que j'ai mis plusieurs verbes à la suite. Ici, on retrouve plusieurs termes, plusieurs notions de temps qui sont mises à la suite. Je vous les ai données, soir, nuit, aube, nuit encore, jour. Le fait de les avoir ainsi enchaînés, ça accentue la vitesse avec laquelle le temps s'écoule. De telle façon, il semble aller si rapidement que nous n'avons pas même nous-mêmes le temps de nous rendre compte du temps qui passe. Et c'est souvent cette petite notion que vous avez, vos parents encore plus d'ailleurs, quand ils vous regardent et qu'ils vous disent « Qu'est-ce que le temps passe vite quand même ?» Et dans certains cas, là encore, je pense à Firmin, t'étais mieux avant quand même. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'on s'aperçoit que le temps est passé très vite, qu'on n'a pas eu le temps de saisir la vitesse avec laquelle il s'est déroulé, ce que vous connaîtrez vous-même, vous êtes dans un cas de nostalgie typique au romantisme, typique du lyrisme, l'expression de ses sentiments. Donc cette énumération accentue la vitesse, l'effet de vitesse du temps qui passe. Texte 1 et 2 pour la question 4, cette fois-ci plus compliqué, on doit jongler avec les deux textes. Heureusement que nous avons réussi à comprendre les points communs et les petites différences entre les deux, notamment point commun, rapport à la nature, expression du sentiment, tristesse, mélancolie, et puis toujours le fait de sentir l'humain faible par rapport à la nature. Dans le texte 1, évocation d'un sentiment amoureux, dans le texte 2, Victor Hugo ne parle pas d'amour, on ne parle pas de Léopoldine ici, attention à ne pas tout confondre. Il évoque simplement la petitesse de l'humanité face à l'immensité de la nature et au fait que le temps passe si vite que nous-mêmes, nous sommes l'incarnation de la mortalité dans un océan d'immortalité qu'est la nature. Petit a, quel sentiment, au pluriel, Lamartine et Hugo expriment-ils par rapport au temps qui passe? Cette fois-ci, on vous demande de parler de sentiments. Alors vous allez me dire, c'est un peu redondant avec ce qu'on a déjà dit au préalable. Bah oui, c'est un peu ça les questions du brevet. On vous demande parfois 4 fois la même chose, mais vous devez le dire de 4 façons différentes, pardon. Et on y va, c'est pas grave, on essaie de varier, on se relance un peu dans l'exercice. On explique donc, comme je vous le dis, qu'ils expriment tous deux la mélancolie, nostalgie, alors d'un bonheur perdu notamment pour Lamartine qui a perdu l'amour de sa vie, la tristesse de ne pas pouvoir figer le temps, et également l'angoisse du temps qui passe qu'on retrouve aussi chez Hugo avec la mortalité, lorsqu'il nous dit par exemple avec une certaine pudeur
je m'en irai bientôt, il faut comprendre, je vais crever, donc il n'est pas en train de dire que c'est forcément du coronavirus, mais en tout cas il est en train de dire que la grande faucheuse va venir faire son œuvre, en l'emmenant avec elle, tout en pudeur, ce qu'on appelle ici un euphémisme. Au lieu de dire je vais crever, parce que vous ne mettez jamais en rédaction, vous dites je m'en irai. Bon, tant qu'à faire, ne le dites pas, c'est encore mieux, surtout dans le contexte actuel. Petit b, deuxième partie de la question, cette fois-ci on vous demande de vous appuyer sur la ponctuation et les champs lexicaux. Alors on a une bonne petite machine de guerre, classique, on fait ce qu'on nous demande, on s'appuie sur la ponctuation et sur les champs lexicaux, comme si c'était le jour du brevet, heureusement, là encore, professionnels de la langue que nous sommes. Un champ lexical, on sait ce que c'est depuis la 6e. Un champ lexical, c'est un mot, ou un groupe de mots, un ensemble de mots qui tournent autour d'une même idée. Ce n'est pas la même chose qu'un champ sémantique. Je rappelle qu'un champ sémantique, c'est lorsqu'un mot peut avoir plusieurs sens, on parle de synonyme, on parle pardon de... Enfin oui, ici en l'occurrence d'homonymie, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est de dire qu'un seul mot peut avoir différents sens, alors que c'est toujours le même mot, ça c'est le champ sémantique. Pas la même chose qu'un champ lexical, ou si je vous donne un thème comme voiture, vous me dites enjoliveur, volant, panne d'essence, diesel, bref, l'éclate totale, quoi. Tout ce qui est autour de la voiture. Donc champ lexical ici, les champs lexicaux, lesquels sont-ils? Regardons un petit peu. Évidemment, on a déjà fait le travail en amont en dégageant un peu les thèmes principaux, donc on les retrouve. Déjà sur la ponctuation, une chose tout de suite attire notre regard, une chose qui est un peu atypique, c'est qu'au niveau de la ponctuation, ici, notamment chez Lamartine, on retrouve beaucoup de points d'exclamation. 10 chez Lamartine, 2 chez Hugo, qui montre que Lamartine est un peu plus virulent, un peu plus énervé. Bah oui, pourquoi? La tristesse, le désespoir l'emporte. Et surtout, n'oublions pas de préciser lorsqu'il dit ce célèbre vers mondialement connu, que vous devez quasiment apprendre par cœur, autant suspend ton vol, ô heure propice, suspendez votre cours. On vous précise dans les petites notes, ce n'est pas anecdotique, que ce n'est pas lui qui parle, mais qu'il fait parler sa bien-aimée. Le fait d'attribuer des paroles à quelqu'un d'autre, à les mettre dans la bouche de quelqu'un d'autre, juste des paroles, on appelle ça une prosopopée. Très souvent d'ailleurs, c'est pour faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Et pourtant ici, ça permet, l'air de rien, à Lamartine, de faire parler sa bien-aimée, mais nous ne sommes pas dupes, nous savons bien que derrière les mots de sa bien-aimée, c'est en réalité Lamartine qui s'exprime et qui évoque lui-même la force de ses sentiments. Chose un peu étonnante, autant suspend ton vol et votre propice, suspendez votre cours. Nous avons également remarqué l'emploi du mode impératif. Je rappelle, particularité de l'impératif, pas de pronom personnel, 3 personnes uniquement, tu, nous, vous. Il s'adresse directement à la nature et semble quasiment l'invectiver, c'est-à-dire lui donner un ordre. Alors, plus que donner un ordre encore, ce que je vous dis, on est plutôt du domaine de la prière, parce que pour se permettre de donner un ordre à la nature, il faut quand même se lever tôt. Et on est plutôt ici dans le domaine de la prière où il espère, il souhaite que la nature va accéder à sa demande et lui permettre d'immortaliser les moments de souvenir, notamment celui qu'il a vécu avec sa bien-aimée. Ici donc, disais-je, l'emploi de la ponctuation marque l'intensité des émotions chez Lamartine. Hugo, lui, est un peu plus calme, il est moins enthousiaste, moins enflammé en tout cas que Lamartine, et n'en utilise que 2. Mais tout de même, il en utilise 2. C'est-à-dire que là aussi, il y a des moments où l'exaltation l'emporte, à de faibles moments, notamment lorsqu'il dit « Puis les nuits, puis les jours, pas du temps qui s'enfuit, et enfin sans que rien manque au monde, immense et radieux. » Il insiste en faisant cela par ces 2 vers. Rien ne va manquer au monde, c'est-à-dire que même lorsque nous aurons disparu, lorsque même Victor Hugo, pourtant monument de la littérature française, va disparaître, le monde continuera à tourner, même si je sais bien que d'ailleurs, bien des années après, aujourd'hui, nous continuerons à parler de lui. Donc, ces champs lexicaux, alors ça c'est pour la ponctuation, qui montre ça comme une manifestation des sentiments vifs que nous retrouvons chez nos 2 poètes, mais également l'emploi de champs lexicaux qui nous permettent d'identifier, là encore, l'expression de sentiments nostalgiques, comme on retrouve chez Lamartine. Alors, on reprend tout le vocabulaire, et également le vocabulaire de la nature, pour marquer le fait que le poète se sent perdu dans cette immensité. On parle de grottes, des métaphores sur les océans, là encore, tout ce qui est rivage, tout ce qui nous envoie vers ces références à la nature, face à la nuit, qui s'écoule également. Donc, on répète un peu ce qui a été dit au préalable. Et qu'allais-je dire d'autre ? Et l'évocation de la nostalgie face au souvenir. On peut noter dans le dernier vers, au vers 20, le terme souvenir lui-même, Lamartine qui se perd dans ses pensées et qui tente de les figer dans le marbre, ce qui ne fonctionne pas évidemment face au temps. Pour Victor Hugo, on insiste sur cette petite antithèse dont je parlais au préalable, le fait de dire que tout au début du poème, il nous fait une sorte de description de la nature, en utilisant les termes de monts, mers, les fleuves, les forêts,
pour marquer l'immensité de celle-ci et leur aspect immuable, immuable signifie qu'elle ne bouge pas, et qui s'oppose bien évidemment à la mortalité de l'être humain, où après avoir dit, alors ridés et non vieillis, ça ce sont les bois qui sont toujours verts, s'iront rajeunissant le fleuve des campagnes, le temps ne semble pas avoir d'emprise sur eux, et face à ça on a, mais moi, changement de la focale, il se tourne vers lui, sous chaque jour courbant plus bas ma tête, autrement dit le poids de l'âge qui semble l'écraser un peu plus, je passe et refroidi sous ce soleil joyeux, il s'éloigne de la lumière du soleil, je m'en irai bientôt au milieu de la fête. La vie continue. Victor Hugo, lui en revanche, va finir par la quitter. Ce qui est notre lot à tous, bien sûr. Alors, pas en ce moment, hein. D'accord, on ne sort pas, on fait gaffe à soi, on crache du sang dans son coude, on se débrouille. Pas vous. D'ailleurs, je suis plus moi d'ailleurs qui serait pas concerné que vous. Mais en l'occurrence, c'est notre lot à tous, comme nous le disent ici. Voilà. Ça, c'était pour les 4 premières questions. Vous vous arrêtez là pour l'instant. Vous allez profiter de votre famille. Vous respirez un bon coup. Vous buvez un bon petit chocolat chaud. Vous prenez une bonne petite tartiflette pour prendre des forces. Et on se retrouve du coup jeudi pour faire, comme d'habitude, les petits exercices que je vous donnerai. Donc, pas de devoir pour l'instant. Inutile de vous faire travailler plus que de raison. Essayez déjà de comprendre ce qu'on a fait pour aujourd'hui. Ce serait déjà pas mal. Et sur ce, on n'oublie pas, résistance, on survit. Bisous.